Excellent. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Iman Jorandi, je suis professeure de santé publique à la faculté de médecine de Rabat, mais c'est en ma qualité de directrice de l'unité de responsabilité sociale de la faculté de médecine que j'ai organisé ces webinaires, ces séries de webinaires intitulées Éthique de santé publique au temps du Covid-19. Alors, justement, vous avez pu voir sur le site de notre consortium auquel je me suis associée pour l'organisation de ces webinaires, que nous avons une série de webinaires qui traitent de différentes thématiques et de conflits éthiques liés à la gestion de la pandémie. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et surtout on est orgueilleux d'avoir parmi nous professeur Amal Rochni, qui est une experte mondiale en intelligence artificielle et aussi, elle a été nommée dernièrement dans la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et technologiques le mois de mars. Alors, elle est aussi enseignante à la Sorbonne. Professeur Flah, merci d'être avec nous. Et je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, ce séminaire ou ce webinaire, il est destiné à des étudiants en médecine et en pharmacie. On voudrait aussi les sortir de leur confort pour justement les amener à réfléchir sur les impacts des actions de santé publique et aussi sur l'apport de l'intelligence artificielle avec ses performances et ses limites dans la gestion des aspects de santé publique. Alors, voilà, je vous donne la parole et donc on discutera au fur et à mesure et puis on verra comment nos participants, qui sont très nombreux aujourd'hui et aussi qui sont de différents profils, vont réagir à vos présentations. Merci, professeur Pilar. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces moments. Donc, vous m'avez posé un certain nombre de questions que l'on voit à l'écran. Je ne sais pas si vous voulez les présenter ou vous préférez que c'est moi qui le fasse. Oui, c'est juste pour rappeler aux participants qu'effectivement, on va aller du plus général au plus spécifique et donc on va essayer de voir comment l'intelligence artificielle peut être utilisée dans la gestion des pandémies et puis aussi justement la pertinence d'utilisation de l'intelligence artificielle pour tracer les patients, par là identifier les patients potentiellement infectieux, les isoler, les traiter pour arrêter la transmission et identifier les contacts. Donc, c'est dans un but de santé publique qu'on fait ça. Mais également, quels sont les biais qui sont inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle, aussi bien dans ce contexte-là qu'en général, comment on peut les ajuster, comment on peut les pondérer, et quelles sont aussi les bonnes pratiques pour le développement de ce type d'outils de santé publique. Également, on va parler peut-être plus tard par rapport de façon plus spécifique à certains conflits éthiques et également à la formation. Comment préparer le citoyen à utiliser à bon escient et de façon efficace ces outils-là. Donc voilà, à vous. Très bien. Merci encore pour la présentation et l'introduction de ce webinaire. Donc, je vais commencer par essayer de vous rappeler un peu les principales utilisations de l'intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et donc, j'ai repris un certain nombre d'images pour figurer ce qui s'est passé depuis le début de cette crise. Donc, par exemple, on a mis en place un certain nombre d'outils de simulation, des simulations qu'on appelle multi-agents, c'est-à-dire avec plusieurs entités en interaction, qui est le cas justement du virus. Et donc, ces outils de simulation sont très intéressants pour montrer comment la contagion se met en place et comment le virus se propage dans une population. Donc, une population, c'est un ensemble d'agents et le virus est aussi matérialisé par un ensemble d'agents qui vont interagir, qui vont se déplacer, etc. Donc, je n'ai pas repris tous les outils qui ont été développés, mais il y a eu vraiment beaucoup d'outils multi-agents pour la simulation du Covid-19. Les mêmes types d'outils ont été utilisés pour expliquer, donc dans un rôle plutôt didactique et pédagogique, d'expliquer comment, donc de simuler la propagation du virus. Donc on a appelé ça le confinement pour les nuls, c'est pour faire référence à la série XX pour les nuls. Et on montre, donc sur les 4 images que vous voyez, est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, tout à fait. Voilà. Donc on voit comment le virus se propage lorsqu'on a une liberté totale, lorsqu'on met les gens en quarantaine, lorsqu'on utilise une distanciation modérée et
lorsqu'on les confine de façon sévère. Et on voit bien, donc c'était le sujet principal depuis le début de cette pandémie, c'était par rapport aux moyens que les divers pays avaient mis en place pour lutter contre le Covid, c'était la question de comment aplatir comment dire, la cloche de la propagation du virus. Et donc, ces outils-là, sans attendre d'observer ce qui se passe dans la vraie vie, peuvent simuler et prédire et donner des indications pour mieux gérer cette propagation. Est-ce qu'il faut vraiment confiner strictement? Est-ce qu'il faut lâcher un peu prise? Etc. D'autres outils ont été pas mal utilisés pour le Covid, donc les modèles prédictifs. Et là, il y a, dans le journal du CNRS en France, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place donc, sur la prédiction. On a vu beaucoup de choses autour de l'accès aux services dématérialisés, c'est-à-dire à distance. Et ce sont des services à très forte valeur ajoutée. Donc, par exemple, pour discuter avec un médecin, pour sensibiliser les gens, on est allé jusqu'à faire de la télémédecine, donc des consultations à distance, etc. Et puis, un certain nombre d'outils ont vu le jour, ils existaient déjà. Hein. Les chatbots, tout le monde en a déjà entendu parler, mais il y a eu des chatbots très spécialisés qui ont fait de l'apprentissage sur des données liées au Covid. Donc, ce sont des chatbots qui sont capables d'interagir avec des humains à domicile, soit pour rompre un peu l'isolement, soit pour apporter des réponses un peu simples aux questionnements, etc. Donc, comme vous le voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'innovation et beaucoup d'imagination, d'outils autour du Covid. Alors, ce transparent, il reprend simplement les techniques, en fait, pour la sensibilisation, c'est-à-dire interagir, informer, connecter les gens. Ben, on va utiliser des chatbots, mais aussi ce qu'on appelle des interfaces multimodales qui vont utiliser la voix, le texte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits bijoux sont plein d'algorithmes d'intelligence artificielle pour transformer de la voix en texte, traiter le texte, raisonner sur le texte, refaire une réponse textuelle et puis après, donc faire de l'inférence et après reproduire la réponse sous forme vocale. Là, quand vous dialoguez avec un chatbot, il y a tout un circuit qui se met en place et qui invoque énormément d'outils d'intelligence artificielle. Après, donc, l'accès aux services dématérialisés, on a parlé du diagnostic, les consultations en télémédecine, etc. Mais il y a aussi des services de type business to business ou business to client. Donc, vous pouvez dialoguer avec un service quelconque d'une compagnie aérienne, dans le commerce électronique, etc. Donc, tout ça, ça s'est accéléré parce qu'on ne pouvait plus permettre aux gens de se déplacer dans les magasins, dans les agences, etc. Enfin, l'explication, c'est quelque chose de fondamental en IA et c'est un des vraiment hot topics, hein, des sujets chauds aujourd'hui en intelligence artificielle. On peut expliquer des phénomènes, mais aussi il y a l'aspect explication des algorithmes qui donnent ces explications. Donc c'est un peu réflexif. Et les outils qui sont beaucoup utilisés, ce sont les simulations qu'on appelle individus centrés ou multi-agents. Individu centré, ça veut dire qu'on part de l'individu et on essaie de généraliser. Donc si vous avez déjà entendu parler de tout ce qui est intelligence collective, on est dans ce type d'approche. Très bien. Enfin, tous les modèles statistiques hein, de machine learning, que ce soit des réseaux de neurones, que ce soit de l'apprentissage profond, que ce soit de l'apprentissage par renforcement, tous ces outils-là ont été utilisés à fond la caisse, si je puis dire, pour étudier, donc prédire et prévenir quant à tout ce qui est, par exemple, ça va de la prévention ou de la prédiction d'un phénomène relatif à la propagation du virus jusqu'à la prédiction d'un comportement collectif. Comment les gens vont se comporter dans telle ou telle situation. Si on confine trop, est-ce que les gens vont se révolter? Est-ce que les gens ils vont accepter? Tout ça, ça peut être étudié avec ces techniques-là. Alors, ce qui a un peu manqué dans le cas du Covid, c'est les données. Hein. Oui. On n'avait pas de modèle de comportement, donc il fallait faire ça de façon un peu incrémentale et itérative. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de cette petite fenêtre. Excusez-moi. Voilà.
Alors, d'autres outils ont été utilisés. Reconnaissance des formes et des images. Alors ça, c'est les algorithmes de tracking embarqués. On a vu par exemple l'utilisation euh, des drones qui ont été utilisés pour protéger les femmes en Inde, surveiller les populations en Chine, pour fournir des informations aussi en France. Donc il y avait des drones qui arrivaient avec plein d'informations et finalement on les a retirés pour des questions éthiques parce on a estimé que le fait de zoomer sur les visages des personnages et de reconnaître les individus et de les localiser, c'était une violation à l'éthique. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en prod et puis elle a été retirée. Alors, il y a aussi tout ce qui est aide à la décision et planification. Alors, moi, j'aime bien le dire, en IA, il n'y a pas que le machine learning, hein, même si j'en fais aussi, mais il y a aussi beaucoup de techniques d'aide à la décision. Et ce qui était très intéressant dans le cadre de la pandémie, c'est que ces techniques d'aide à la décision, on a eu recours à des techniques d'aide à la décision dans l'incertain, sous hypothèse. D'accord. La planification, donc tout ce qui est planification d'activités, par exemple. Et là, on a plutôt fait recours à ce qu'on appelle les méthodes d'intelligence artificielle cognitive, que ce soit pour gérer les ressources médicales, que ce soit pour optimiser l'utilisation des ressources, pour optimiser le trafic, etc. Oui. Alors, je prends juste un petit exemple de collègues que je connais très bien, avec qui nous travaillons à l'Université de Bologne. Et eux, ils ont mis en place un système multi-agent qui permet en fait de prendre en charge les personnes en trauma, d'accord, des gens qui sont traumatisés. À partir du moment où ils font le constat que la personne est traumatisée et ils appellent l'ambulance, jusqu'au moment où elle commence à recevoir les soins, toute la chaîne est automatisée et on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle. La chose qui vous paraît la plus évidente, c'est le fait de mieux choisir son itinéraire, l'itinéraire de l'ambulance pour atteindre l'hôpital au plus vite. Excellent. Mais avant d'arriver à l'hôpital, on a déjà tout préparé pour que la personne soit prise en charge le plus vite possible, le plus rapidement possible. Oui. On a préparé le lit, on a préparé la salle d'opération si c'est nécessaire, on a préparé les médicaments qu'il va falloir administrer en urgence, etc. Donc tout ça, ça se met très bien en place avec des techniques d'intelligence artificielle cognitive. Très bien. Alors, vous m'avez posé la question de la pertinence du traçage des patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le traçage, c'est un outil parmi plein d'autres pour gérer la pandémie. Donc, il ne faut pas voir le traçage comme la solution pour le coronavirus. C'est certainement pas les médecins qui vont dire ça, je suis sûre. Mais il faut placer ça dans un cadre un peu général. J'avais publié un article dans Finance News début avril où au Maroc donc, où je mettais en doute un peu l'efficacité de ces algorithmes. Et effectivement, on a vu le développement de ces applications un peu partout dans le monde. Donc, j'ai suivi ça de très près, que ce soit en Australie, Singapour, il y en a qui étaient plus ou moins avancés, etc. Et il y a eu énormément de débats sur les technologies qu'il faut utiliser parce que tout le monde avait le même souci. In fine, c'était comment respecter la privacy et les données personnelles. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus, à part quelques niches comme la Chine ou la Corée. Hein, c'est pas leur problème numéro un, on va dire, pour faire un petit euphémisme. Donc, les questions qui se posaient, d'abord, est-ce qu'on géolocalise ou pas? Donc, est-ce qu'on fait du tracking, où là, on géolocalise les gens, on sait où ils sont, oui, et on sait qui ils sont, ou bien on fait du tracing, qui est du traçage, avec des techniques d'anonymisation ou de pseudonymisation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, est-ce qu'on garde des identifiants qui représentent les gens et on se donne les moyens de les identifier avec des fonctions inverses plus tard ou non? Donc, si c'est anonyme, on ne saura jamais qui c'est. Si c'est pseudonymisé, il y a la possibilité, moyennant quelques calculs, de savoir, par exemple, quel numéro de téléphone a été utilisé. Ou quelle personne, etc. Donc, en tout cas, la plupart des pays ont opté pour le tracing, que ce soit la Suisse, que ce soit la France, etc. Le Bluetooth était une condition sine qua non
sachant que le Bluetooth a pas mal de problèmes aussi. C'est-à-dire que le Bluetooth, vous pouvez capter quelqu'un qui est de l'autre côté du mur et vous pensez qu'il est à côté de vous. Vous ne courez aucun risque si la personne est de l'autre côté du mur, on est bien d'accord. Justement, justement. Mais, voilà, mais on est bien obligé de mettre en place des heuristiques parce qu'on n'a pas de solution optimale parfaite. D'accord? Donc, le Bluetooth, qui présente un certain nombre d'inconvénients, reste la meilleure solution aujourd'hui pour implémenter cette solution. Après, on peut rentrer dans des détails techniques. Est-ce que les données sont centralisées sur un serveur? Est-ce que c'est collecté de façon décentralisée? Est-ce que les algorithmes sont exécutés de façon centralisée ou décentralisée? Bon, ça, c'est des détails plus d'implémentation. Le diable se cache dans des détails, mais qui pourraient intéresser plus, disons, des gens très techniques pour entrer dans les détails techniques. Donc, moi, je dirais oui, le traçage, s'il est bien fait, il peut être intéressant, il peut aider, dans une certaine mesure, à nous débarrasser de cette maladie, enfin de cette contagion. Maintenant, il y a 3 choses qui me paraissent importantes. D'abord, c'est l'efficacité, tout à fait, la fiabilité des applications du traçage et le déploiement éthique. Et je vais détailler chacun des points. Parfait. Donc, sur la fiabilité, ça veut dire quoi? Être fiable, ça veut dire que on est capable de pallier les vulnérabilités de ces techniques. Par exemple, on n'a pas envie que quelqu'un hacke notre téléphone. On n'a pas envie que quelqu'un se mette à dire autour de lui, à diffuser autour de lui qu'il est, il est positif. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez dans une foule, vous allez dans un supermarché, vous créez la panique. Parce que tout le monde va recevoir le message comme quoi. Donc, les détournements d'usage pour encapsuler. Ou bien des comportements malveillants. C'est-à-dire utiliser les ouvertures du Bluetooth pour entrer et pour prendre d'autres informations sur le téléphone. Donc, ça, les autorités des différents pays ont veillé à ce qu'il y ait des garde-fous pour que ces applications soient fiables. L'autre aspect qui est très important d'un point de vue usage, c'est l'efficacité. Est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place va répondre aux besoins? Parce que les besoins, c'est quoi en fait? C'est prévenir et détecter avec une bonne couverture. C'est-à-dire, si je détecte 2% de la population, c'est pas intéressant. C'est un gros marteau pour une mouche. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de couvrir, d'avoir une bonne couverture. Et il y a des études plus, là, du coup, je m'en remets aux médecins qui disent que si on a 50% de la population qui est détectée, on doit pouvoir stopper la contagion, on doit pouvoir réagir correctement, etc. Donc, il y a des taux de propagation. Si on a parlé au début de la tragédie de l'immunité collective. Donc, il y a des choses autour de ça que les médecins connaissent très bien, qui sont capables de nous donner un bon indicateur sur ce que c'est qu'une bonne couverture. Après, d'un point de vue technique, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une très bonne adhésion de la population. Tout à fait. Alors, les premiers chiffres qui étaient annoncés, c'était 60% de la population qui doit utiliser. Alors, tout ça, c'est des calculs en moyenne qui ne veulent pas dire grand-chose. Si vous habitez la campagne où il y a 3 personnes, 3 maisons, ou si vous habitez une métropole où la densité est telle que, quel que soit le moment où vous bougez, vous croisez du monde, vous n'avez pas les mêmes réponses. Mais tout ça, c'est des calculs en moyenne. Et donc, lorsqu'on parle d'une bonne adhésion, il faut l'adapter. Et donc là, il y a eu des outils, justement, en multi-agents, qui ont dit, voilà, il faut étudier selon la localisation, selon la ville, selon le pays, selon l'endroit, le quartier. Il faut que ça soit ici, il faut que ce soit 60%, ici, il faut que ce soit 40%, donc ici, il faut confiner plus. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des régions oranges, des régions vertes, des régions. C'est aussi pour contrôler ce genre de choses. Et la bonne adhésion, ça veut dire qu'on a une confiance dans l'outil. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup, beaucoup communiquer et expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, sur la partie éthique,
Moi, j'aime bien je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est quelqu'un, je pense que c'est une collègue de l'UNESCO, qui avait sorti ça dans un webinaire en disant Nobody is safe until all are safe. Personne ne peut être sain et sauf dès lors qu'il y a des gens qui ont autour de lui le coronavirus. Donc, pour accepter que tout le monde puisse se prémunir de cette contagion, il faut se poser la question, et c'est une vraie question éthique, entre notre autonomie et notre solidarité sociale. Tout à fait, tout à fait. Ou bien, on pourrait appeler ça autrement, on pourrait dire notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective. La responsabilité collective, notre responsabilité individuelle nous engage vis-à-vis de la collectivité. Comme on est engagé dans notre foyer, on est engagé dans notre quartier, on est engagé dans notre ville et on est engagé au niveau humanitaire. Parce que c'est un virus, on l'a bien vu, qui ne s'arrête pas aux frontières. Même si on a coupé les frontières, même si on a fermé les frontières, le virus a continué à se propager. Donc, ces questions éthiques sont très importantes et je vais revenir un peu sur ça, plus que sur les aspects techniques. Très bien. Donc, les considérations éthiques, de mon point de vue, il y a deux choses très importantes. La première, c'est il ne faut pas se focaliser sur le tracing, il faut le voir comme un outil parmi d'autres. Et il faut aussi donner la préférence à des moyens techniques qui respectent la vie privée, que ce soit le tracing ou autre. Donc, le principe général, c'est de mettre en place des moyens techniques qui respectent la vie privée. Ça veut dire aussi qu'il faut veiller au caractère de proportionnalité. On en entend beaucoup parler. Est-ce qu'on a besoin de collecter toutes les données de la planète pour savoir s'il y a une vache rouge? Non, on n'a pas besoin. On a besoin juste de détecter, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, il y a un principe de proportionnalité. Il faut absolument observer à chaque fois qu'on fait des collectes de données. Et surtout, il faut se dire, ces données, on ne les collecte pas ad vitam aeternam. Elles ont une durée d'utilisation qui doit être définie légalement. Est-ce qu'à la fin de la pandémie, on va les enlever, on va les griller, on va dire, ah non, c'est un capital important, il faut les ouvrir, machin, etc. Donc ça, c'est des débats qui ne sont pas tranchés aujourd'hui. Donc, ces choses-là sont de la responsabilité des autorités publiques qui vont assurer le contrôle de l'activation de ces applications, l'adaptation des paramètres ou la désactivation de ces outils. Et ces outils-là, une fois qu'ils sont mis en place, ben, eux aussi, ils ont une durée de vie limitée qui va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Enfin, on ne les met pas en place pour toujours. Exact. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est peut-être même plus important que le premier, si je puis dire, mais on suppose qu'on a passé la première phase pour en parler, parce que s'il n'y a pas d'outils, la question ne se pose pas. Respect des droits de l'homme et veille sur la dignité humaine. Et donc là, on a dit beaucoup de choses autour de la préservation de la dignité. En fin de vie, par exemple, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut permettre aux gens et pas. Je prends l'exemple, par exemple, des décès. Les gens, ils ont vécu des choses atroces. Même des croque-morts, ils ont été traumatisés. Il y en a un qui disait dans une interview que l'enterrement le plus rapide qu'il a vu dans sa vie était pendant cette crise, c'était 7 minutes, montre-moi. Entre le moment où la voiture arrive avec le cercueil et le moment où la voiture s'en va. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il ne faut pas mettre, à mon avis, sous le tapis. Il faudra vraiment les discuter. Parce que c'est des traumatismes qui vont créer d'autres complications par la suite. Certainement. Donc, il ne faut pas discriminer les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sort, d'un côté, on parle de l'analphabétisme numérique, et de l'autre côté, on met entre les mains des gens des outils, tout ce qu'il y a de plus sophistiqué. Il y a des consortiums internationaux, et même entre Apple et Google, qui n'ont pas réussi à mettre en place une application qui répond à tous les critères. Donc, vous ne pouvez pas mettre entre les mains des gens des applications aussi compliquées d'un point de vue design et leur dire, bah, voilà, utilisez-les, vous n'avez pas besoin de comprendre. Donc, on ne peut pas. Donc, il y a un effort d'explication, il y a
ça a commencé, hein. Il y a des comités de soutien, d'explication, de diffusion. Tout ça, c'est très important. Et aussi la discrimination par rapport aux capacités des gens. C'est-à-dire, non seulement ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train d'utiliser, parfois, pas tous, hein, mais dans certaines situations. Et puis, il y a parfois des limitations purement matérielles. J'ai pas de couverture réseau, j'ai pas de smartphone. Alors, je connais pas les taux au Maroc, mais en France, par exemple, 10% de la population n'a pas de smartphone. Donc, c'est déjà 10% qui ne pourront pas télécharger l'application parce qu'ils n'ont pas de Bluetooth. Exact. Voilà, donc ce sont ce type de questions qui, pour moi, relèvent de l'éthique. Tout à fait. Et je vais faire une petite parenthèse. Lorsqu'il y a eu l'enseignement à distance, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Enfin, on le découvrait comme si on les découvrait, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est complètement, ça tombe sous le sens. Combien de familles n'ont qu'un ordinateur à la maison? Comment est-ce qu'on peut demander à tout le monde d'être sur l'ordinateur du matin au soir, le même? On ne peut pas mettre 4-5 Zooms en parallèle. Donc voilà, c'est ce type de questions auxquelles il faut vraiment s'atteler à répondre parce que je pense que ce sont les vraies questions de société aujourd'hui. Donc, respect, pas de discrimination. Tout à fait. Pas de stigmatisation, ne pas stigmatiser si on connaît des gens qui sont positifs. On n'est pas, on a déjà eu l'expérience du VIH il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, il ne faut pas stigmatiser les gens qui sont contaminés ou qui sont testés positifs. Est-ce qu'on va plus les voir? Bon, voilà. Donc, je rappelle juste le principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme que tout le monde connaît, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, il faut chaque fois qu'on essaie de mettre en place des solutions, même si elles sont techniques, il faut qu'elles respectent ces principes. Alors, après, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la démocratie. Donc, le déploiement, il doit être basé sur une logique démocratique. Hein. Donc, l'adhésion volontaire sans contrainte ni pression. Tout à fait. Et puis, le consentement libre et éclairé. Donc, le éclairé, ça veut dire que les gens doivent être informés régulièrement, que la communication doit être transparente. Tout à fait. Il faut que ce soit loyal et compréhensible par tous, et pas que par ceux qui ont fait bac plus 40, etc., etc. Donc, garantir aussi aux gens la possibilité de revenir sur leur consentement si les choses évoluent d'une certaine manière et qu'ils ne veulent plus rester utiliser l'application, il faut qu'ils soient capables de s'en défaire. Et puis surtout, garantir aux gens qu'un jour, ils vont pouvoir effacer ou corriger les données qu'on a récoltées sur eux. Donc, dans beaucoup de pays, on a mis en place des comités pour créer des débats publics qui éclairent les sociétés parce que tout le monde n'est pas technicien, tout le monde n'a pas fait de l'intelligence artificielle, tout le monde n'a pas fait de l'algorithmique. Donc, mais ce sont des débats qui doivent aussi mettre ensemble pour résoudre ces problèmes éthiques de société. Ces débats doivent regrouper des gens, des techniciens certes, mais aussi des juristes, des médecins, des représentants de la société, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que avec ça, j'ai un petit peu résumé les principales considérations qui me paraissent importantes d'un point de vue éthique. On peut rester longtemps sur le sujet, hein, mais j'essaie de faire court pour qu'on ait le temps de discuter. Enfin, les critères d'évaluation de ces outils. Vous m'avez dit, en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer ces outils? Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul hein, sur les outils. Donc, la première chose, c'est d'avoir présent à l'esprit que ces outils vont nécessairement s'inscrire dans un cadre plus général, gestes barrières, distanciation, tests, diagnostics, etc., etc. Et donc, il ne faut pas les voir comme des outils qui vont apporter la solution à eux seuls. Mais aussi, il faut être vigilant. C'est-à-dire que l'évaluation, elle doit être continue, permanente. Elle doit être qualitative et quantitative. Tout à fait. Donc, a priori, donc avant, je dirais,
de commencer à déployer, il faut veiller à la complémentarité avec les autres dispositifs. Parce que la santé, c'est un tout indivisible. Il y a la santé physique, il y a la santé morale, il y a la santé économique, etc. On ne peut pas dire aux gens, vous restez chez vous, vous vous enfermez et vous allez guérir. Si moralement, vous êtes médecin, donc vous savez mieux que moi que la santé morale est très importante pour la guérison, par exemple. Et donc, voir la santé que d'un point de vue viral, ça me paraît un peu limitatif. La deuxième chose, c'est pendant le déploiement. Pendant le déploiement, on peut savoir combien de gens qui ont reçu une notification ont fait les tests et elles se sont avérées positives. Ça veut dire que l'application a servi à quelque chose. Oui. D'accord? Donc, on parle d'apprentissage d'accuracy, donc précision. Et puis, on peut aussi mesurer relativement au taux d'adhésion l'acceptabilité de ces outils. Alors, l'acceptabilité, pour moi, c'est un critère d'évaluation parmi d'autres. C'est-à-dire, si les gens n'acceptent pas l'outil, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et donc, parmi les choses qu'il faut aussi évaluer, donc tout le temps, de façon permanente, aujourd'hui, il y en a 10 qui l'ont utilisé, 10%, demain 20%, peut-être demain 50%. Mais si on revient à 20%, c'est que là, il y a un petit problème. Tout à fait. Et enfin, a posteriori, je dirais que a posteriori, il faut être en mesure, et ça, il faut garder les traces de ce qui se passe pendant cette période, il faut être en mesure de mesurer quantitativement l'absence ou présence de certains indicateurs. Par exemple, est-ce qu'il y a eu beaucoup de fausses alertes? Ça, c'est un indicateur. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ratés? Ou est-ce qu'il n'y a pas de ratés? Est-ce que ça veut dire les gens qui auraient dû être détectés ne l'ont pas été détectés? Pourquoi? Et malgré le fait qu'ils aient utilisé l'application Stop Covid. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est quelques pistes pour établir des critères d'évaluation. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais ça donne juste quelques idées. Très bien. Donc, je vais essayer. J'ai envie de fermer cette fenêtre qui m'embête. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, les biais, maintenant, on va parler des biais inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme on utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans cette pandémie, pendant cette pandémie, c'est important de rappeler de façon générale quels sont les biais de l'intelligence artificielle. Alors, dans la littérature et en pratique, on en trouve 3. Les biais cognitifs, les biais économiques et les biais statistiques. Et donc là, ce sont les biais. Les biais cognitifs, je vais revenir sur chacun des biais séparément, juste après. Et donc, parlons par exemple, commençons par les biais cognitifs. Donc, un biais cognitif, en fait, c'est le mécanisme de pensée qui va être à l'origine d'une altération de jugement. Donc, vous, il y a les enfants, ils jouent beaucoup avec les blagues là on vous dit, je sais pas, on vous donne des questions avec des réponses qui se ressemblent et la 3e, 4e fois, vous êtes piégé parce que on vous a induit sur une piste, histoire là de que boit la vache elle boit du lait, parce qu'on a dit le lait est blanc, le bébé boit le lait, que boit la vache elle boit du lait, ben non, elle boit de l'eau. Typiquement, ça c'est un exemple un peu ludique, hein, pour dire qu'on peut influencer, on peut créer des biais cognitifs chez l'être humain. Et c'est assez connu, hein, une théorie du comportement. Par exemple, si vous lisez La Femme, ça peut, dans certains esprits, s'associer systématiquement à la femme de ménage, la nourrice, la réceptionniste, la styliste, la coiffeuse. Et si on parle d'homme, on va l'associer à un chef, un capitaine, un soldat, etc. etc. Donc, ces biais-là, ils sont... pourquoi on parle de ces biais? Ces biais, ils sont dans notre tête. Et quand on programme, en fait, un programme, c'est quoi? C'est une traduction dans un langage machine de quelque chose qu'on a dans le cerveau, enfin, qu'on a en tête. Et donc, nécessairement, on reproduit ces biais dans nos programmes. Et ces biais cognitifs, on en trouve beaucoup, hein, dans la littérature.
et dans les programmes d'intelligence artificielle. Donc, cette mathématicienne, Katie Honnell, elle dit un algorithme n'est en réalité qu'une opinion intégrée au programme. C'est quelque chose qu'on a programmé, que l'être humain a programmé. Donc, si vous faites de la décision, un algorithme de décision multicritère, c'est vous qui définissez les critères. Alors, pourquoi ces critères et pas d'autres quand vous les pondérez? Sur quelle base vous les pondérez? De votre connaissance. Ce sont vos biais cognitifs. Donc, il faut se donner les moyens de les détecter et éventuellement de s'en débarrasser. Les biais économiques sont plus pernicieux parce que, qu'on le veuille ou non, on va les trouver dans la plupart des algorithmes. Et en fait, ce sont des algorithmes souvent qui vont cibler des segments de population. Par exemple, on va mettre en place des offres qui vont cibler plus les hommes que les femmes. On parle d'économie, ça peut dans des applications commerciales. Il y a un biais très connu qui est un biais économique, on l'appelle le Search Engine Manipulation, qui a été, Amazon a été épinglé, non, c'était pas Amazon, c'était Google qui était épinglé pour ça, parce que quand vous faites, vous lancez le moteur de recherche, vous faites Google vous remonte ces produits, en gros. D'accord? Et donc, cette recherche-là, elle est biaisée parce que économiquement, c'est plus rentable de remonter les produits de Google quand on est Google. Donc, ce type de biais existe beaucoup dans le marketing et on peut revenir à une autre occasion. Alors, le biais le plus, disons, frappant aujourd'hui, ce sont les biais statistiques parce qu'on utilise beaucoup de données et on sait bien que, donc, ce que vous voyez ici, c'est un livre, le titre, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, Invisible Woman. Donc, en fait, le biais d'endogénéité, c'est quoi? Si vous avez des données, c'est forcément des choses qui se sont passées avant. Sinon, vous n'aurez pas les données. Certainement. Et donc, tout ce qui s'est passé avant, ça concerne, par exemple, une certaine période. Et dans cette période, s'il n'y avait que des hommes qui produisaient un certain... par exemple, il n'y avait que des hommes qui étaient start-upers. On commence à avoir des femmes qui créent des start-up, mais il n'y en a pas beaucoup, 2%. Et dans les pays les plus, disons, ouverts. Eh bien, si vous avez 2% de femmes qui créent des start-up, les 98%, ils vont créer un biais statistique dans votre base de données. Certainement. Et donc, l'endogénéité, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui a déjà de l'argent, c'est plus facile que de prêter à quelqu'un qui n'a pas d'argent ou pour lequel vous n'avez pas d'informations sur sa solvabilité. Et donc, c'est l'endogénéité qui va créer ces biais. Et donc, qui va amener le programme à prendre des décisions basées sur le passé qui n'incluent pas le futur. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Après, dans la modélisation, vous pouvez aussi omettre des caractéristiques importantes. Par exemple, l'origine ethnique. Alors, pour avoir discuté un peu avec des biologistes, il semblerait qu'on n'a pas la même immunité selon les régions sur la planète. Pourquoi le virus se propage plus à certains endroits plutôt qu'à d'autres? Parce qu'on n'a pas les mêmes prédispositions. On a un patrimoine génétique différent selon qu'on soit suédois, scandinave ou qu'on soit du Sahel ou bien de l'Afrique du Sud. Donc voilà, il y a des choses qui font que si on ne précise pas ces caractéristiques, on va faire soit des discriminations, soit on ne va pas être équitable d'un point de vue algorithmique. C'est-à-dire on va trouver des conclusions qui ne correspondent pas à l'ensemble de la population, mais plutôt à certaines catégories parce qu'on a oublié telle ou telle caractéristique. Ça peut être l'origine ethnique, ça peut être le genre. Le genre, lorsque vous ne pouvez pas représenter le genre dans une base de données, parce que vous n'êtes pas conforme avec la réglementation générale de la protection des données européenne, là, vous faites de la discrimination, parce que si vous ne les représentez pas, vous ne risquez pas de trouver des problèmes de genre. Voilà. Donc là, vous êtes dans un dilemme qui est très important. Si je représente le genre, je fais une discrimination, et si je ne le représente pas, je fais aussi une discrimination, parce que je ne le retrouve pas. Voilà, donc il y a des questions comme ça qui sont très importantes et qui sont de l'ordre de l'éthique. Oui, tout à fait. Enfin, il y a un biais qu'on appelle le biais de sélection. C'est lorsque
vous étudiez vous sélectionnez un segment de la population, vous sélectionnez un bout du territoire, etc. Et là, ben, en fait, les caractéristiques que vous allez étudier ne correspondent pas, elles ne sont pas couvrantes des caractéristiques de la population générale. Et donc, il y a un prix Nobel qui a montré, en économie, qui a montré que le biais de sélection et le biais de la variable omise sont de même nature. En fait, finalement, on fait des algorithmes aveugles sur un certain nombre de caractéristiques. Bon, ça peut être assez technique, mais ça se trouve assez facilement. Et enfin, le biais de garbage in, garbage out, en fait, ça rejoint aussi un peu le problème de l'ondogénéité. C'est que il y avait une étude d'Amazon qui voulait détecter des talents, hein, la sélection des talents Amazon, hein, c'était un programme. Et en fait, comme ils n'avaient que des hommes au départ, bah, ils ne pouvaient pas recruter des talents femmes. Parce que bah, c'était pas, si je le dis un peu simplement, ça ne rentrait pas dans les cases de la modélisation. Donc voilà, il y a vraiment énormément de biais. Et pour cela, il faut qu'on réfléchisse à, vous m'avez posé la question, quelles sont les best practices pour faire des vrais outils d'intelligence artificielle, de bons outils d'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut, c'est quelque chose de très important, cela tient de l'enjeu démocratique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup comment dire, il y a des concours, il y a des comités qui se montent à droite à gauche partout, beaucoup en Europe, hein, il faut le dire, c'est-à-dire un peu moins en Asie ou en Amérique, parce qu'il y a une conscience du danger de ces outils algorithmiques qui peuvent très vite devenir un peu assassins sur les bords. Et donc, moi je dirais que il faut repenser l'IA pour un usage résilient, égalitaire, équitable et éthique. Alors ça fait beaucoup, hein, vous allez me dire, c'est tout un programme. Il faut un équilibre. Oui. La première chose, c'est qu'il faut avoir des données fiables. Tout à fait. Bien calibrées, pas que des hommes ou que des femmes, que des enfants ou que des jeunes, etc. Ces données ont pu manquer pendant la pandémie parce qu'on n'avait pas de recul. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Hein, mais c'est normal, qu'on n'a pas le recul, on improvise. Hein, et on essaie de s'adapter. Il faut s'assurer de la validité des procédures d'apprentissage, les règles, les hypothèses qu'on met, etc., sur les données, sur les règles de décision. Éliminer tous les biais dont j'ai parlé avant, que ce soit cognitifs, économiques, statistiques. On les appelle aussi les biais de données, c'est la même chose. Et puis, garantir la transparence et la loyauté et l'équité des algorithmes de décision. Donc, lorsqu'un algorithme de recommandation vous recommande de faire A et pas B, il faut qu'il soit capable de l'expliquer. Il faut qu'il soit transparent. Dans le recrutement, c'est pareil. Le diagnostic en médecine, ça va être de plus en plus des algorithmes qui vont travailler à la place des médecins. Je vous le dis, là, c'est juste pour vous flatter un peu. Vous allez pouvoir faire autre chose de plus intéressant. Nous consacrer à l'éthique. Voilà, l'éthique des algorithmes. Donc, tout ça, ça nécessite. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont vraiment transdisciplinaires. Oui. Voilà. Donc, juste pour que ça ne paraisse pas comme quelque chose d'extravagant, lorsqu'on parle de loyauté algorithmique, on veut dire que le classement, le tri, la sélection des informations doivent être loyaux vis-à-vis des intérêts des personnes qui sont censées servir. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la loyauté vis-à-vis des utilisateurs. D'accord ? Et l'équité, c'est un peu plus fort. C'est de dire que on peut être loyaux, mais en plus, il faut pas faire de distinction entre les personnes en fonction de certains, excusez-moi, de certains de leurs attributs, l'origine, le sexe, le genre, enfin tout ça, ou la situation de famille ou autre chose. Et il faut que les classements, tri, etc., soient équitables entre les personnes sur la base de ces attributs. Il faut qu'on
donne les mêmes chances à tout le monde. Mhm. À tout le monde, ça ne veut pas dire on est plus que loyal. Mhm. Alors, l'équité, c'est aussi une propriété qui est forte. Et souvent, on parle de l'équité comme étant quelque chose qui a plusieurs dimensions, plusieurs formes. Et je Mhm. vous donne un petit exemple. On parle de l'équité horizontale et verticale. L'équité horizontale, c'est lorsque vous avez, par exemple, vous dites les humains, indépendamment de leur couleur de peau, indépendamment de leur couleur des yeux, indépendamment, ils sont égaux. Là, c'est horizontal. Par contre, lorsque vous dites, ben, il faut que les riches payent plus que les pauvres. Là, vous êtes sur une verticale et la société, et là, c'est quelque chose qui peut être discutable, hein, mais la société, de façon consensuelle, suppose que l'équité verticale, c'est que bah, ceux qui en ont le plus donnent le plus. Voilà. Et donc, après, ça se contredit un peu, cette équité verticale horizontale. Parce que moi, je peux vous dire aussi, quelle que soit la couleur de peau et quel que soit le compte en banque, on doit payer la même chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que le débat est très important. Oui, oui. Voilà. Donc, là, j'ai fini. Je pense avoir un peu packagé mes bonnes pratiques. Et donc, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que c'est sorti le 2 juin, donc les documents sont en ligne. 6 recommandations de la CNIL. Alors, la CNIL en France, c'est l'équivalent de la CNDP au Maroc. Donc, ce sont des préconisations opérationnelles sur l'utilisation des algorithmes. D'accord. Donc, ces recommandations s'adressent au pouvoir public et à diverses composantes de la société civile, que ce soit les entreprises, le grand public, etc. Donc, première chose, je vous laisserai regarder ça tranquillement chez vous plus tard, mais je vais passer rapidement. Former à l'éthique tous les acteurs maillons de la chaîne algorithmique. Donc, on va du programmeur jusqu'au citoyen qui utilise le programme. Tout à fait. Et il faut prendre en compte l'alphabétisation des gens, c'est-à-dire qu'il faut former aussi les gens à ces nouvelles techniques de façon massive si on veut permettre à tous les gens de comprendre ce qui se passe au niveau algorithmique. Parce que ils sont de plus en plus, ils sont en frontal avec ces algorithmes. Il n'y a plus d'intermédiaire. Vous pouvez réserver un billet d'avion, vous n'avez plus d'opérateur. Vous avez l'algorithme qui vous parle. Donc forcément, à un moment, il y a des ruptures comme ça dans les usages qui font que il faut absolument œuvrer pour une alphabétisation au numérique. La deuxième chose, c'est rendre les systèmes algorithmiques compréhensibles. Ça rejoint la même idée, mais il faut trouver les moyens, donc renforcer, organiser les médiations dans un premier temps avec les utilisateurs. Moi, j'ai vu une femme taper une machine à la poste parce qu'elle n'arrivait pas à faire marcher, à envoyer sa lettre en recommandé. Une dame d'un certain âge, elle a perdu pied, elle a commencé à taper sur la machine. Ça m'arrive aussi. Ce type de comportement un peu hystérique, il est provoqué par le fait qu'on met les gens dans des situations d'incapacité complètement. Ils vivent dans un monde qui a changé en 20 ans, en 30 ans. Ils ne savent plus rien faire. Ils ne savent plus se déplacer, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus acheter un billet d'avion, ils ne savent plus rien faire. Même pas poster une lettre, alors vous imaginez la détresse que peuvent ressentir les gens. Travailler le design. Donc, le design des systèmes algorithmiques, c'est-à-dire la conception, faire en sorte que... Alors là, il y a une idée qui est très importante, c'est qu'on peut faire des systèmes très, très, très performants, mais il faut se donner aussi les moyens de brider les systèmes d'un point de vue algorithmique parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Je m'explique. Lorsque vous avez lorsque le concepteur d'une voiture allemande, par exemple, construit le moteur, il est capable de faire rouler la voiture à 600 km/h. Mais il ne va pas le faire, il va brider le moteur. Parce que 600 km/h, sur une route, on n'a pas encore les routes qui supportent 600 km/h. Donc aujourd'hui, si les algorithmes sont trop puissants par rapport aux usages qu'on veut en faire, il faut se poser la question de brider les algorithmes, de développer des algorithmes avec des garde-fous, d'être capable comment dire, une propriété vraiment importante de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est dans des solutions qui apprennent, qui évoluent.
Donc, entre le moment où vous mettez la solution en prod et 3 ans après, peut-être qu'elle est devenue 10 fois plus performante. Oui. Et donc, comment gérer ça? Comment gérer l'évolution qui ne dépend plus de vous? Vous avez mis juste l'algorithme d'apprentissage, mais la machine, elle a appris. L'algorithme, il a appris. Constituer une plateforme nationale d'audit, ça veut dire qu'il faut que les gens qui en savent le plus s'investissent un peu plus. Encourager la recherche sur l'IA éthique. Tout à fait. Lancer une grande cause nationale participative avec les citoyens, mais aussi avec les chercheurs. Et enfin, renforcer la fonction éthique au sein des entreprises. Donc, je vous donne l'exemple, en France, il y a eu des consortiums qui se sont montés autour de l'éthique. Donc, des grands groupes qui ont inscrit l'éthique et l'IA responsable comme étant quelque chose qui doit être éthique as a service dans les solutions qu'ils vont proposer. Voilà, donc je pense que je déborde un peu. Bon, je vous remercie pour votre attention et j'avais un certain nombre de références, mais je ne les vois plus. Voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions. Ah, superbe. Bah, si vous me permettez, avant de répondre aux questions, j'aimerais préciser ce que vous avez dit et peut-être l'extrapoler à l'osteotracing ou du coup, juste rappeler aux étudiants et aux participants quels sont les principes éthiques de santé publique en général que vous avez surlignés par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, vous avez surligné l'équité d'utilisation de ce tracing, donc pour ne laisser personne à part et ne pas discriminer des sous-groupes de population qui n'ont pas accès à ces technologies. Aussi, vous avez parlé de proportionnalité. Est-ce que la solution de tracing répond réellement aux besoins de santé publique? Est-ce qu'elle est proportionnelle, qu'on brise un peu et qu'on on sacrifie un peu nos données confidentielles et notre vie privée pour gagner en termes de biens communs, c'est-à-dire la limitation de la propagation du virus? Vous avez aussi parlé de comment réduire. Juste, j'ai pas dit qu'on sacrifie nos données, ça c'était un prérequis. Oui. Oui. On ne les sacrifie pas, puisque selon les solutions, si les données sont anonymisées, il n'y a pas de sacrifice. Oui, c'est-à-dire il faut sécuriser, il faut trouver le moyen pour sécuriser l'utilisation de ces données-là. Alors, un autre élément qui est très important, c'est que vous avez souligné, c'est qu'on est encore en phase expérimentale, puisque c'est la première fois qu'on le transpose à ce type d'action en santé publique, et donc il faut le considérer comme tel et être vigilant. Et j'espère que les pays qui ont établi et qui ont installé ce type de mesures non pharmaceutiques de contrôle de la pandémie le voient que tel, et ils ont mis en place des systèmes de monitoring pour évaluer sa pertinence et son efficacité. Un autre élément qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez introduit mon webinaire numéro 4 qui parle des déterminants sociaux de la santé. Et donc ça, c'est formidable. Je vous remercie énormément par rapport à ça. Vous avez parlé aussi de la sécurité et du consentement informé. Et je pense, voilà, ce sont des éléments indispensables que les citoyens puissent comprendre, les étudiants en médecine puissent comprendre. Un autre élément qui est très important, vous avez parlé du output, c'est-à-dire il ne faut pas que la personne qui va avoir un message de son application qui dit vous êtes exposé ou pas exposé ait un certain degré de fiabilité par rapport à cette solution-là et qu'il n'y ait pas de faux positifs ni de faux négatifs, et aussi qu'il faut qu'on soit transparent par rapport à l'action qui sera prise en considération après. Donc voilà, je pense que vous avez parlé de tous les aspects éthiques, vous avez très bien expliqué aussi bien l'efficacité que la fiabilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle et toute la prudence qu'on doit lui attribuer. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parce que justement, on ne voudra pas empiéter on ne voudra pas déborder sur la durée destinée à ce webinaire. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions générales et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, professeur Sarrochny, avant de clôturer ce webinaire? On a encore 2 minutes. Non, je pense, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je pense, mon message est le suivant. Il faut se fier à l'atmosphère générale. Il faut se fier aux responsables qui portent ce type de projet aussi. Donc, il faut vraiment, en toute connaissance de cause, aller vers les choses, mais
je pense qu'il y a, s'il est garanti, si on nous garantit qu'il y aura des garanties, j'aime bien dire qu'il faut garantir les garanties, Oui. je pense qu'il faut donner sa chance à ce type d'application. Moi, de loin, hein, je suis à Paris, donc j'ai vu quand même une gestion de cette crise qui a été remarquable depuis le début par rapport au Maroc. Je ne vous le cache pas, ça fait très plaisir de voir les gens autour de nous dire ah, on n'a pas de masque en France, mais il y a des masques au Maroc, il n'y a pas de ceci, il y a cela, on a construit un hôpital en 10 jours, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une dynamique très positive et je pense que la responsabilité des citoyens, c'est aussi d'aider à ce que ce type de solution euh, puisse être utilisé de façon efficace. Donc, comme je l'ai dit dans ma présentation au début, plus il y a d'adhésion, plus l'application a des chances de donner de bons résultats. Et donc, voilà. Après, chacun il décide ce qu'il veut. Mais Oui. il faut, je pense qu'il y a une belle atmosphère autour de ça. Très bien, très bien. Ben, j'espère que le webinaire et vos explications qui sont très pertinentes, vous avez été très, très généreuse dans vos explications, auraient pu aider mes étudiants en médecine et puis tous les participants qui ont assisté à ce séminaire à mieux comprendre l'usage qu'on peut faire de l'intelligence artificielle dans la gestion des pandémies ou alors dans la gestion de notre vie en général, hein. Si vous le permettez, je vais clôturer ce webinaire et je vous remercie énormément. J'espère vous retrouver, qu'on puisse vous retrouver dans d'autres webinaires pour d'autres sujets. Et puis voilà. Avec Je vous plaisir remercie. et merci beaucoup pour l'invitation et pour Ben, l'écoute. merci. Je ne sais pas qui Parfait. écoute, c'est le travers de ce type d'outils. Mais j'ai vu qu'il y avait 22 personnes, je crois, connectées à un moment. Plutôt 40 et je peux vous envoyer leur profil en étant anonyme. Hein, je ne vais pas dévoiler leur nom ni leurs coordonnées. Non, mais voilà, vous pouvez diffuser mon email si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter. Parfait, parfait. Merci de votre solidarité. Merci à vous, merci pour Très bien. l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir et à la prochaine alors. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci, à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.